Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Oui, madame. Vous avez entendu l'explication des champignons les plus dangereux ou non? Ou bien je vais refaire? Non, madame. Donc, je vais refaire. Est-ce que les diapos sont visibles? Oui. Donc, les champignons les plus dangereux, dans le sens qui imprègnent lentement l'organisme et qui manifestent leur action toxique lorsqu'elle devient irréversible, que l'absorption a eu lieu, que les cellules nobles sont en voie de dégénérescence, donc un temps de latence ou d'incubation de longue durée de 6 à 20 heures et plus, doit faire prévoir une intoxication de haute gravité et prescrire l'hospitalisation immédiate. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des champignons dangereux? Les champignons dangereux, c'est après l'ingestion des champignons, si, si les symptômes apparaissent après un temps prolongé, c'est-à-dire on n'arrive pas à évacuer le contenu de l'estomac, c'est-à-dire ici l'absorption a eu lieu, les cellules sont en voie de dégénérescence, donc on dit que c'est une intoxication de haute gravité et donc qui nécessite l'hospitalisation d'urgence. Ça, c'est pour les champignons les plus dangereux. Les champignons les moins dangereux sont ceux qui agissent d'une façon très brutale et rapide. Donc, ils n'ont pas le temps de léser profondément les organes essentiels. Donc, il s'agit d'un temps d'incubation de courte durée, c'est-à-dire après l'ingestion des champignons. Donc, les symptômes apparaissent après une demi-heure ou jusqu'à maximum 4 heures. Donc, ici, l'intoxication, elle n'est pas vraiment une intoxication de haute gravité, c'est-à-dire ici, on arrive à sauver l'intoxiqué par vomissement provoqué. Donc, ça, c'est pour les champignons les moins dangereux. Comment peut-on définir un champignon mortel? Sont dits mortels tous les champignons vénéneux, cela seulement et rapide, donc on prend le temps de liser profondément les organes. Comment peut-on définir un champignon mortel? Sont dits mortels tous les champignons vénéneux, ceux-là seulement qui entraînent presque sûr et après un temps d'incubation prolongé, même pour des doses relativement faibles, des manifestations de la dégénérescence des cellules tenant le plus souvent à l'issue fatale. Donc, un champignon mortel, comment peut-on le définir? Si après l'ingestion de quantité, même de quantité minime du champignon, il provoque, et après un temps d'incubation prolongé, il provoque la mort. C'est ça. C'est donc un champignon mortel. C'est un champignon dangereux, même après ingestion de quantité minime et après un temps prolongé, il provoque la mort. Donc, pour les champignons dangereux, il existe plusieurs champignons dangereux. Ici, on a les plus connus, ce sont les amanites. Il existe plusieurs espèces dangereuses à des degrés divers, donnant des manifestations pathologiques variées. De loin, le plus fréquent et le plus grave doit être bien connu. Il est dû aux amanites. On a Amanita verna, virosa et surtout Amanita phalloides. Donc, une amanite, caractère essentiel d'une amanite, la amanite a la dispore blanche, des lamelles également blanches. En ce qui concerne les amanites toxiques, un anneau au sommet des pieds et une volve enguinant la base. Donc, pour les amanites, c'est un champignon entièrement blanc. Lamelles, pieds et volve. En ce qui concerne les amanites mortelles ont une volve très ample, c'est-à-dire très vaste, à bord très libre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tirer
la base du tirer la tige ou le tronc de la tige de ce champignon pour savoir est-ce qu'il est toxique ou non. Donc, parce qu'il a généralement une valve très vaste. Les trois amanites mortelles sont Amanita phalloides, Amanita verna, qu'on la met Amanita printanière, et Amanita virosa. Amanita phalloides, son chapeau, les amanites phalloides verna et virosa sont responsables d'un syndrome phalloïdien. Ce sont responsables des intoxications de haute gravité. L'Amanita phalloides, son chapeau de couleur variable, gris, blanc, jaunâtre ou olivâtre, le pied teinté est muni d'un anneau membraneux, la volve elle est très épaisse et développée et les lamelles sont blanches. C'est un champignon mortel, pousse en été et en automne dans les bois de feuillus c'est dans les bois qui ont beaucoup de feuilles et de résine. Et résineux, c'est-à-dire qui tient de la résine. C'est une substance visqueuse. Je vais voir les questions. Ouais, bon. Pas de questions. Ça pour la Amanita phalloides. Juste pour savoir la description du champignon. C'est la Amanita phalloides. Vous voyez la volve, elle est très épaisse, généralement. La Amanita verna au printanière. Son chapeau, il est blanc, ocré au centre, c'est-à-dire il est brun au centre. Lame, pied, anneau et volve sont blancs. C'est un champignon mortel peu commun. On le trouve le plus souvent dans les bois, sur les sols calcaires, au printemps et à l'automne. Il y a un grand danger de confusion avec la lépiote pudique et les psaliotes blanches. Donc, les intoxications proviennent par confusion de ce champignon mortel avec des champignons comestibles comme la lépiote pudique et les psaliotes blanches. La Amanita virosa ou la manite vireuse, c'est un champignon aussi entièrement blanc. Son chapeau, il est conique, c'est-à-dire qui a la forme d'un cône. Il est étalé, il reste mamelonné au centre, c'est-à-dire il a une forme arrondie. Anneau plus souvent déjeté sur le côté, c'est-à-dire dévié de sa position. Le pied est pélicheux, qui a des poils très longs, enveloppé à la base d'une épaisse volve membraneuse. Son odeur est désagréable. Il a une odeur désagréable. C'est un champignon mortel, assez rare. Il croît principalement dans les terrains siliceux, comme les bruyères. Comme les bruyères. Ah, pardon. Les diapos sont en manite printanière. Manita verna. Virosa. On est testé. Virosa. Voilà. C'est un champignon mortel, assez rare. Il croît principalement dans les terrains siliceux, comme les bruyères, le bois, etc. Du printemps à l'automne, la plus répandue de ces espèces est Amanita phalloides. Bruyère, c'est une plante à fleurs violettes, préfère les sols siliceux. C'est la manite vireuse. Maintenant, les toxines phalloïdiennes. On a trois substances toxiques renfermées par les amanites mortelles. Les trois amanites mortelles, l'Amanita phalloides, verna et virosa. On a la phalline, la manitine et la phalloïdine. Donc, la phalline présentant des propriétés hémolytiques thermolabiles n'intervient que si l'amanite est mangée crue. Donc la phalline, c'est une substance qui peut être détruite par la chaleur. Donc,
Donc, les symptômes proviennent, sauf si la manite est mangée crue. La manitine, c'est un thermostable. Il se fixe sur le tube digestif, le foie et le rein. Je vais voir vos questions. Ok, d'accord, il n'y a pas de question. Donc, la manitine et les thermostables se fixent sur le tube digestif, le foie et le rein. La phalloïdine est un hexapeptide à action rapide, entraîne la dégénérescence graisseuse du foie et des hémorragies digestives. Donc, c'est un hexapeptide à action rapide, il entraîne la dégénérescence graisseuse du foie et des hémorragies digestives. C'est pour ça qu'on a dit que ce sont des substances contenues dans les 3 champignons mortels. On commence maintenant par la généralité sur l'origine des symptômes. Voilà. Donc, lors d'une intoxication, les symptômes présentés par les patients ont comme cause. Donc, on a une action toxique directe, c'est-à-dire une action par l'intoxication par un champignon, l'ingestion d'un champignon toxique, une contamination microbienne d'un champignon en voie de décomposition, c'est-à-dire ici, ce n'est pas un champignon toxique, mais l'intoxication peut être due aux contaminants. Donc, c'est une contamination microbienne aux bactéries, par exemple. C'est une contamination microbienne d'un champignon en voie de décomposition, parce que le champignon est en voie de décomposition. Une pollution par les pesticides. Il y a des champignons récoltés à proximité des champs cultivés. Donc, lors d'une intoxication, donc les symptômes présentés par les patients ont comme cause une action toxique directe par l'ingestion d'un champignon toxique, une contamination microbienne ou une pollution par les pesticides. Les différents types d'intoxication sont classés dans 2 grandes catégories de symptômes. La durée d'incubation courte, moins de 6 heures, évolution favorable dans la plupart des cas. Durée d'incubation longue, supérieure à 6 heures, intoxication grave mettant en jeu la vie. Parce que les toxines ont déjà commencé leur travail de destruction des organes. Donc, les champignons causent des symptômes tôt après l'ingestion, dans un délai d'une demi-heure à 3 heures ou 2 heures, sont moins dangereux que ceux dont les symptômes apparaissent plus tard, généralement plus de 6 heures. Donc, cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes. Cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes. Consommation de champignons à plusieurs repas successifs. Donc, consommation de champignons à plusieurs repas successifs. Donc, il y a certaines espèces qui contiennent, par exemple, des toxines, même si ce sont des champignons comestibles, contiennent des toxines thermolabiles détruites par une cuisson.
Donc, non, plutôt. Donc, consommation de... il y a des personnes qui ne possèdent pas un enzyme pour, pour la digestion des champignons. Ou bien sûr, la consommation de champignons à plusieurs repas excessifs, il provoque une certaine malaise. Deuxième des choses, consommation de mélange d'espèces. Une espèce toxique à délai court peut masquer une espèce toxique à délai lent. C'est pour ça qu'on a dit que cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes. Parce qu'ici, on a une espèce toxique à délai court et une espèce toxique à délai lent. Par exemple, peut-être les intoxications apparaissent après une demi-heure d'une espèce moins dangereuse et après un temps tardif, il va y avoir d'autres symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que cette règle ne s'applique pas dans les cas suivants. On commence par... Madame, Oui, Madame, tournez la diapo, s'il vous plaît. j'ai bloqué. Attendez. Ah, Madame, dans le cas de consommation de champignons à plusieurs repas successifs, oui. le délai d'incubation sera court ou comment? Pour la consommation de champignons à plusieurs repas successifs. Et ce sont des champignons comestibles. Hein. Ce sont des champignons comestibles. Parce qu'à chaque fois qu'on, par exemple, consomme des champignons, il va y avoir une malaise. On ne peut pas dire qu'il est dû à un champignon toxique. Ah, d'accord, madame, merci. J'ai bien compris. Et deuxième consommation de mélange d'espèces, une espèce toxique à délai court peut masquer une espèce toxique à délai lent. Donc le syndrome, maintenant le syndrome à délai court. On commence par le syndrome à délai court. Les intoxications caractérisées par un délai court entre le repas et l'apparition de symptômes ont une évolution favorable dans la plupart des cas. On commence par le syndrome, on va prendre deux syndromes, le syndrome gastro-intestinal et le syndrome panthérénien. Pour le syndrome panthérénien, on le laisse, on va prendre deux syndromes seulement. Le syndrome à délai court, le syndrome gastro-intestinal. Le syndrome gastro-intestinal s'exprime par des troubles digestifs isolés. Il regroupe plusieurs causes. On a ingestion en quantité excessive d'un champignon comestible, comme on a expliqué pour consommation de champignons à plusieurs repas excessifs, c'est la même chose. Champignons ingérés crus, infectés ou contaminés. Ici, il peut être associé à la présence de contaminants captés par le champignon. Ce n'est pas dû à un champignon. L'intoxication est due à l'ingestion de champignons toxiques. Réaction d'intolérance. Réaction d'intolérance. Sensibilité de certaines personnes à des champignons répétés comestibles. C'est la même chose. Hein, c'est le même point. Ingestion en quantité excessive et réaction d'intolérance, c'est presque la même chose. C'est une réaction d'intolérance, c'est-à-dire sensibilité de certaines personnes à des champignons répétés comestibles. Maintenant, des champignons cuits, ingérés crus. Pourquoi? Parce que certains contiennent des toxines qui sont détruites par la chaleur. Donc, il y a des espèces, certaines espèces contiennent des toxiques thermolabiles détruites par une cuisson
Donc, une fois cuits, ils sont tout à fait consommables. Ils n'entraînent pas de troubles digestifs. Et on a le dernier point, déficit enzymatique. Déficit enzymatique, certains individus ne possèdent pas un enzyme nécessaire à la digestion des champignons. Donc, il y a certains individus qui ne possèdent pas un enzyme nécessaire à la digestion des champignons. Maintenant, les symptômes apparaissent après 15 minutes à 2 heures parce que c'est un syndrome de courte durée. Après le repas, il dure moins de 48 heures. Donc, le début, il est très rapide, le début est brutal avec des vomissements importants, douleurs abdominales, diarrhée importante. Dans les formes sévères, peuvent survenir des crampes musculaires et un colaxis. Dans les formes aussi sévères, la déshydratation importante expose à un risque de coma et d'insuffisance rénale. Les conséquences de la déshydratation peuvent être importantes chez l'enfant, la personne âgée et la femme enceinte. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, donc ici, on a des troubles digestifs. Si on n'arrive pas à compenser les pertes, le syndrome dysentérique, il est responsable des troubles hydroélectrolytiques et hémodynamiques, c'est-à-dire déshydratation de l'eau, du potassium, etc. Où les cellules du foie meurent et le rein, il va être bloqué. Donc, il faut compenser les pertes avant d'y aller à la seconde intoxication, c'est-à-dire l'insuffisance rénale et autres. Donc, maintenant, le syndrome panthérinien. Maintenant, le syndrome panthérinien. Le syndrome panthérinien est lié à la consommation de l'amanite tumouche, qui est l'Amanita muscaria, l'amanite panthère ou l'Amanita pantherina, et l'amanite jonquille, qui est l'Amanita jonquillea. Ce sont les trois amanites qui sont responsables d'un syndrome panthérinien, c'est d'un syndrome de courte durée. C'est l'amanite pantherina et l'amanite normalement muscaria. Donc, ces trois amanites fréquentent sous les eucalyptus et les chênes lièges, renferment un peu de muscarine et surtout la bryphoténine. Donc, la muscarine et la bryphoténine, ce sont des alcaloïdes extraits de l'Amanita muscaria et l'Amanita pantherina, responsables d'un syndrome panthérinien ou un syndrome muscarinien. Donc, après un temps d'incubation de courte durée, il se manifeste des troubles digestifs et des signes anticholinergiques comme agitation, confusion, délire, etc. Et c'est toujours, si on n'arrive pas à traiter les symptômes, on arrive aux secondes intoxications. Donc, la muscarine et la bryphoténine, elle est responsable de troubles digestifs, de signes anticholinergiques et de comas et convulsions rares. Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, je ne comprends pas comment on a un syndrome muscarinien et après on a des signes anticholinergiques. C'est tout à fait le contraire, non? Pourquoi? Quel est le problème du muscarinien? Le syndrome muscarinien, c'est dû aux champignons. Oui. Elle renferme C'est le même. de la muscarine et de la bryphoténine. Oui. Agitation, confusion, délire, hallucination. Il y en a des convulsions. Mais le syndrome muscarinien comme définition, c'est le même, c'est le syndrome cholinergique, tandis que les signes, on a des signes anticholinergiques. Un effet sur le système nerveux ou non?
Oui, Et donc, ce sont deux signes qui se contrarient. oui, mais qui se correspondent. Agitation, confusion, délire, hallucination. هذه Le مكملين. syndrome muscarinien, c'est le syndrome cholinergique. Mais on a des signes anticholinergiques. Voilà, j'ai compris votre question. Je vais revoir. Laissez, attendez. Je la laisse à la fin et je sais pas, normalement c'est des signes. Le syndrome psychopathérinien, le syndrome qui trouble. Attendez, je vais refaire le tableau clinique. Entérinien, aloïsien. Madame, on vous entend pas. Oui, je vais On vous entend pas, madame. l'essentiel. L'essentiel. On va mettre trouble digestif. Enfin, on va revenir à la fin de la séance. Donc, des hallucinations, des comas et convulsions rares, pour ne pas perdre le temps. Donc, vous pouvez donner d'autres questions. Attends, je vais voir vos questions en plus. Diapo bloqué, je pense que c'est rien. Atropénie. Oui, non, non, enfin. Non, mais ça y est, c'est trop l'énergique. Non, il faut être sûr de ça. Je ne peux pas vous répondre maintenant. Je laisse pour la fin de séance. Donc, on a déjà agitation, confusion et délire, hallucination, mydriase, hypersedation fréquente. On a coma et convulsion rare. Ça, c'est pour le syndrome panthérinien qui est responsable, les champignons responsables, on a la Manita mystéria et la Manita pantherina. Donc, le syndrome comprénien, donc je ne vais pas le faire par manque de temps, normalement. J'ai terminé. Je vais directement au syndrome phalloïdien. Je vais directement au syndrome phalloïdien. Il faut être avec moi parce que c'est le syndrome le plus important. Parmi les intoxications par les champignons, le syndrome phalloïdien a le pronostic le plus sévère. La mortalité est d'environ 15%. Le syndrome phalloïdien est provoqué par la manitine toxique contenue dans la manite phalloïde ou la manita phalloides, la manite printanière ou la manita verna, la manite vireuse ou la manita virosa et certaines lépiotes et la galère marginée. Pardon, bloc. Les diapos sont... Ok, attendez. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Syndrome adélilant, syndrome phalloïdien. On a dit les champignons responsables sont les trois amanites et quelques galères comme la galère marginée. Au début, cette intoxication est reconnue à l'aide de 3 critères. 3 critères. Durée d'incubation. Est-ce que vous êtes avec moi? On va faire encore une petite réunion. Durée d'incubation moyenne de 2 heures, entre 6 heures et 36 heures. Donc, au début, cette intoxication est reconnue à l'aide de 3 critères. La durée d'incubation moyenne, elle est de 2 heures, entre 6 heures et 36 heures, parce que c'est un temps d'incubation lent. Diarrhée intense, entraînant une déshydratation marquée en quelques heures, et une atteinte du foie
qui débute 36 heures après le repas et qui atteint son maximum le 5e jour. Donc, cette intoxication est reconnue à l'aide de 3 critères. La diarrhée, le temps d'incubation, diarrhée intense et l'atteinte du foie. L'évolution. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. D'accord. Parce que le reste pas beaucoup. L'évolution est liée à l'atteinte du foie. On distingue 3 formes. Forme bénigne caractérisée par une gastro-entérite, diarrhée et douleur abdominale durant 3 à 5 jours et une atteinte du foie modérée. Forme moyenne caractérisée par un tableau d'hépatite aiguë. Elle évolue vers la guérison complète en 2 à 3 semaines. Je vais expliquer après. Et forme grave caractérisée par des signes sévères d'hépatite aiguë, confusion, hémorragie digestive. Donc, La diapo, madame. les signes regressent dans 8 à 12 jours avec guérison complète dans 8 à 12 semaines. Donc, il y a risque de décès entre le 8e et le 14e jour par hépatite fulminante. Je vais résumer le tableau clinique en 3 choses. Donc, le syndrome phalloïdien est le syndrome le plus important. On a 3 phases. L'intoxication évolue en 3 phases. On a phase d'attaque digestive. Phase d'attaque digestive, si l'intoxication débute comme une gastro-entérite avec vomissement, diarrhée entraînant la déshydratation. Donc, on a une phase d'attaque digestive. C'est une intoxication qui débute comme une gastro-entérite. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est bon. Avec vomissement, diarrhée entraînant la déshydratation. La deuxième phase, c'est une phase de rémission clinique. C'est fort moyen caractérisé par un tableau d'hépatite aiguë. Elle évolue vers la guérison complète. Donc, 5e jour. La phase de rémission clinique, les symptômes de gastro-entérite, généralement s'atténuent, enfin s'estompent, et l'atteinte du foie s'installe. Donc, l'atteinte du foie s'installe. C'est pour ça qu'on a dit, je sais pas, j'ai un problème ici. Rémission clinique. Rémission clinique. L'atteinte du foie s'installe, c'est pour ça qu'on a dit forme moyenne caractérisée par un tableau d'hépatite aiguë. Elle évolue vers la guérison complète en 2 à 3 semaines. Donc, l'analyse du sang montre une perturbation des tests hépatiques. L'analyse du sang montre une perturbation des tests hépatiques. On a la première phase, c'est la phase d'attaque digestive. Et la deuxième phase, c'est la phase de rémission clinique où l'atteinte du foie s'installe. On a même l'analyse du sang montre une perturbation des tests hépatiques. La troisième phase, c'est la phase hépatorénale. La phase d'hépatorénale. L'atteinte du foie entraîne des troubles de la coagulation. L'atteinte du foie entraîne des troubles de la coagulation. Le rein peut être atteint. Le rein aussi peut être atteint. Et s'il n'a pas une hospitalisation d'urgence ou la réanimation n'est pas de haute qualité, il va y avoir un coma et peut-être la mort. Donc, sur réanimation, on a dit les signes regressent dans 8 à 12 jours avec guérison complète dans 8 à 12 semaines. Il y a risque de décès entre le 8e et le 14e jour par hépatite fulminante, hépatite violente. S'il vous plaît, madame, vous pouvez répéter la dernière phase hépatorénale. Donc, on a dit une phase hépatorénale. On a l'atteinte du foie entraîne des troubles de la coagulation, c'est-à-dire élévation du taux d'ammoniac dans le sang, etc. Et même le rein même les reins peuvent être atteints.
pour le traitement maintenant. C'est bon, vous êtes avec moi? Vous êtes Oui. avec moi? Bon. Pour les modalités thérapeutiques, malheureusement, à ce jour, il n'y a aucun antidote. Le syndrome aurélanien, on ne va pas le faire. On fait seulement le syndrome phalloïdien. Pour les modalités thérapeutiques, malheureusement, à ce jour, aucun antidote spécifique n'a été découvert. Il n'existe pas, il n'existe aucun effet thérapeutique permettant de traiter de façon efficace et constante l'intoxication induite par les champignons. Généralement, le traitement est avant tout symptomatique. Le traitement est symptomatique. Il faut compenser les pertes. Pour compenser les pertes hydroélectrolytiques et de maintenir une hydratation adéquate. Il faut respecter aussi la diarrhée qui est importante, voie d'élimination des toxines. Il faut respecter la diarrhée parce qu'elle est riche en toxines. Donc, concernant le protocole de traitement, par exemple, il dépend du type d'intoxication. Le syndrome phalloïdien, à la maison, il ne faut pas administrer d'antidiarrhétique, il faut respecter la diarrhée parce qu'elle est riche en toxines. Et à l'hôpital, c'est un traitement symptomatique. C'est rééquilibration hydroélectrolytique et correction des troubles hémodynamiques. Madame, on fait quoi avec la diarrhée? Il faut rester, elle est riche en toxines. Il faut pas administrer d'antidiarrhéique. Donc, il faut respecter la diarrhée parce qu'elle est riche en toxines. Et le lavage d'estomac n'a pas d'intérêt parce que normalement, le lavage d'intérêt n'a d'intérêt que lorsqu'il peut être réalisé moins de 6 heures après l'ingestion des champignons. On fait le syndrome, dans le syndrome phalloïdien, c'est un syndrome à longue durée. Donc, on ne peut pas évacuer le contenu d'estomac. Concernant le protocole, le syndrome atropinien, la même chose, donc c'est un traitement symptomatique. En cas d'agitation, il faut donner, par exemple, de l'argastyle. À l'hôpital, un lavage d'estomac, parce qu'on peut le réaliser parce qu'il est moins de 6 heures, parce que c'est un temps d'incubation court. Donc, on peut évacuer le contenu de l'estomac ou provoquer les vomissements. Et la même chose, calmer l'agitation par des sédatifs, l'Argastyle par exemple. Donc, je reviens. Madame, on peut pas provoquer les vomissements. Pourquoi? Syndrome aurélanien, c'est à longue durée. Avant 6 heures. On a le temps, avant 6 heures, parce que c'est un syndrome de courte durée.